Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ce live de notre semaine de live. C'est le dernier déjà, et oui, on espère que les premiers vous ont plu. D'après vos premiers retours, on a l'impression que oui. Donc on est très heureux de vous accueillir sur ce dernier live que je vais animer avec Dorit Naon sur le thème du bien-être en entreprise. Dorit, je te laisse te présenter. Hello! Je suis super contente d'être avec toi, Gwendoline. Je suis super contente d'être avec tout le monde. Alors moi, je suis Dorit Naon, je suis ghostwriter, donc j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise et des dirigeants sur les thématiques marque employeur, donc culture d'entreprise, bien-être au travail, diversité, inclusion, bon recrutement, bon management et je suis aussi formatrice LinkedIn. Merci pour cette présentation, très claire. Donc, comme je disais, on est, tous ensemble sur ce live pour, parler du stress, particulièrement dans un milieu professionnel. On sait que ça peut parfois peser assez lourd sur l'épanouissement au travail. Donc on va voir ensemble, comment y faire face, comment trouver un équilibre, sain dans notre vie professionnelle, et toutes ces questions, qui sont très importantes. Donc finalement, les points qu'on va aborder durant notre échange, ce sera donc la santé mentale au travail. Est-ce que c'est un mode de vie, un vrai sujet ou même autre chose? On va également aborder le droit à la déconnexion et ensuite on terminera par le fait de sacrifier sa vie pour, son travail. Clairement, on s'en doute que c'est non, mais bon, on verra un peu, on creusera en tout cas pourquoi est-ce que c'est non et pourquoi est-ce qu'il ne faut absolument pas le faire. Petite question pour entrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est finalement pour toi, Dorit, une situation de stress au travail? Est-ce que tu as des exemples? Bien sûr, ça peut être tellement de choses. Alors, par exemple, une situation de stress au travail, ça peut être une période de gros rush, une période de forte tension, toutes les entreprises en connaissent, où du coup, on se retrouve d'un coup submergé et ça ne correspond pas avec la charge de travail qu'on a d'habitude. Donc ça peut être ça peut être aussi un contexte assez malsain finalement de tout est à faire pour avant-hier. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment la porte ouverte vers le stress parce qu'on est toujours avec cette espèce de, d'épée de Damoclès, au-dessus de la tête, à se dire: «Bah, en fait, il y a des attendus qui sont, beaucoup trop rapides par rapport à ce qu'on peut fournir» et voilà, enfin, c'est on n'est jamais serein par rapport à son travail. Donc ce contexte-là, il est assez pernicieux. On a aussi, le contexte de, la sursollicitation de son manager finalement, qui veut, toujours déléguer des tâches qui finalement, lui reviennent à lui et donc il essaye de se décharger et de donner pas mal de choses, aux équipes. Sauf que c'est pas forcément leur rôle et c'est pas forcément, c'est compatible non plus, hein, avec la charge de travail qu'eux ont d'habitude. Donc Mmh. du coup, enfin voilà, ce contexte-là, c'est pareil, c'est rajouter toujours, appuyer sur la charge mentale, des collaborateurs et ça peut créer assez rapidement un contexte assez toxique. Après, on peut aussi parler de la sursollicitation de ses collègues, donc les collègues qui du coup ont souvent besoin d'aide. Alors, ça, c'est on a tous eu, je pense, ce collègue qui cherche pas la solution et qui essaye justement, dans un premier temps de demander un peu à droite à gauche: «Mais tu peux m'aider à faire ci, tu peux m'aider à faire ça et comment on fait ça?» et cetera. C'est un peu la solution facile, hein, finalement. Beh, c'est ça totalement, enfin, tu cherches pas la solution, tu vas demander aux collègues, oui, c'est facile, mais en attendant, tu continues à appuyer sur la charge mentale des Mmh. collègues, tu rajoutes du stress. En attendant, le collègue, il peut pas avancer dans son propre travail. Donc ça attention, hein, ça part, souvent, je pense, d'une bonne intention, en tout cas pas d'une mauvaise intention, mais en tout cas, ça rajoute du stress à ses collègues et souvent la solution, en plus, franchement, si on se pose et qu'on est de bonne volonté, on peut la trouver tout seul. C'est vrai. Ensuite, on a, là, je dirais, l'incapacité à partir du boulot, c'est un classique. Ça, c'est, la culpabilisation. C'est le fameux, «Il est 17 heures, je peux pas partir maintenant, ça la fout mal, donc du coup, je vais rester» et en fait, ça, c'est pareil, c'est vicieux parce qu'on a le sentiment de devoir faire toujours plus et ça, c'est particulièrement vrai en période d'essai. On a l'impression qu'il faut toujours être dans la preuve, la surpreuve et enfin, à ce moment-là, pour nous, surengagement égale conscience professionnelle. Sauf que pas du tout et c'est là où ça crée justement beaucoup de stress et beaucoup de pression. C'est que, on se met,
cette idée en tête comme quoi, enfin, il faut toujours être dans la démonstration et que ce qu'on produit, c'est jamais suffisant donc voilà. Finalement, parfois, on n'a même pas besoin de personnes extérieures pour se la coller la pression, on se la colle très, très bien soi-même Ouais, c'est vrai. et c'est là où finalement on se retrouve à être, un peu notre pire ennemi. Et bah, la dernière cause de stress au travail, la dernière situation, je dirais, c'est par exemple, bah, ne jamais, arriver à déconnecter en fait, ne jamais arriver à profiter de l'instant présent et avoir toujours la tête au boulot, même en dehors et ça, c'est un petit peu un drame, je pense, de notre époque, c'est qu'on a toujours, un pied dans, la situation où, on était dans la négo de salaire avec son patron, la situation où on a eu son collègue ou sa collègue qui nous a parlé d'une façon dont on n'a pas aimé, la situation où, enfin, je sais pas, on a eu un congé refusé et cetera et on est là, on rumine, on radote un petit peu le truc et finalement, enfin, le on n'est jamais tranquille, on n'est jamais serein dans sa tête et tout ça, finalement, c'est des situations de stress au travail. OK, OK, très clair, ouais, merci. Justement, tu parlais de fait de difficultés, en tout cas à se déconnecter, à vraiment, se vider, de son travail. Est-ce que tu peux définir le droit à la déconnexion? Parce qu'on sait qu'il existe. Yes, c'est hyper important parce que, effectivement, on sait qu'il existe, mais la question, c'est est-ce qu'il est appliqué, le droit à la déconnexion? C'est surtout une question d'action. Alors, il faut savoir qu'un salarié n'a pas à être connecté aux outils numériques en dehors de ses heures de travail. C'est Bien pas sûr. quelque chose qui doit être, actif dans une entreprise. Il y a un cadre légal pour ça. Alors, on parle de la loi travail qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Elle est aussi appelée loi El Khomri. Chaque entreprise a l'obligation d'établir une charte et ça, c'est un accord d'entreprise pour acter la disponibilité des salariés en dehors des horaires de travail. C'est, finalement le fait de se dire: «Je ne suis plus au travail, donc je n'ai plus à répondre aux mails, à répondre aux appels téléphoniques» et finalement à être toujours là, pour l'entreprise et effectivement, là où c'est vicieux, c'est qu'il y a des entreprises qui, ne la respectent pas et du coup sollicitent l'employé. Donc là, il s'agit finalement de la fameuse culpabilité, donc de la fameuse conscience professionnelle dont on parlait. Est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds pas? S'ils me sollicitent maintenant et que je réponds pas, peut-être que je serai mal vue, peut-être que j'aurai des représailles. Donc c'est pour ça que finalement, de laisser la pleine responsabilité aux employés de le faire ou de ne pas le faire, ça, c'est vraiment une situation d'inconfort. Donc, enfin, je dirais vraiment que c'est aux employeurs finalement de prendre l'initiative, de poser le cadre, de poser la structure et de pas laisser bah, les salariés seuls juges de ça et évidemment, c'est très important de rappeler que le télétravail, il facilite vraiment pas les choses au niveau Ouais. du droit à déconnexion. Parce que finalement, on se retrouve toute la journée à communiquer sur Teams, sur Slack, sur tous les outils qu'on connaît. Donc, finalement, il y a des solutions qu'on verra plus tard, mais, c'est beaucoup plus compliqué quand, on a ces outils du matin au soir de radicalement se dire: «Bah, du coup, à partir de maintenant, je n'y vais plus». Parce qu'on est dans ce contexte de connexion permanente. Donc ça en un mot, ça demande de la discipline. De la discipline en tant que salarié, mais aussi de la discipline en tant qu'employeur, en posant justement, des limites, quoi et en disant, voilà, on le verra encore une fois après, mais en disant: «Voilà, ouvertement, je ne veux pas que vous soyez, sur les canaux, après, vos horaires et j'y veillerai personnellement». C'est un engagement fort et très important à prendre. OK. OK, ouais, je vois, bien sûr. D'ailleurs, c'était une réflexion, apportée dans les commentaires par Morgane, donc tu as très bien rebondi, merci Dorit. Et d'ailleurs, je vois que dans les commentaires, on commence déjà à recevoir des questions. Merci et surtout, j'en profite pour vous rappeler, n'hésitez pas à nous poser vos questions, ce temps est vraiment, prévu pour. Donc on a Victoria, pardon, qui nous demande ce qu'il en est finalement du droit à la déconnexion pour un cadre au forfait jour. Étant donné qu'on n'a pas forcément d'horaire fixe dans notre contrat, qu'est-ce qu'il en est? Yes. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Ouais, ouais. Alors déjà, Morgane, merci beaucoup pour ta question. Je suis ravie d'y avoir répondu par anticipation. Et Victoria, alors c'est une excellente question parce qu'effectivement, on parle beaucoup du droit à la déconnexion, des salariés employés, mais on parle finalement assez peu des cadres parce qu'on se dit que voilà, ils s'autogèrent un petit peu donc enfin voilà, ils font ce qu'ils ont à faire de ce côté-là, sauf qu'il y a une vraie problématique. Moi, ce que je préconise, c'est,
déjà d'avoir un accord oral avec, l'employé, de se mettre vraiment avec pardon, avec l'employeur, de se mettre vraiment d'accord sur, les fondations. Pour ma part, moi, j'ai été, cadre au forfait jour, donc enfin, je sais que je me suis vraiment posé cette question-là, de me dire: «Bah, attends, jusque-là, moi, j'étais quand même connectée sur Slack, jusqu'à 17:00. Là, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis censée être à disponibilité de l'employeur, jusqu'à 22:00? Enfin, en sachant que j'aurai mes RTT qui vont être, du coup, récupérés parce que je suis cadre au forfait jour». Donc on a eu vraiment une discussion ouverte avec l'employeur. Le CEO était présent et du coup, je lui ai dit: «Voilà, moi, pour moi, c'est très important. Je sais que vous aussi, c'est des enjeux qui vous tiennent à cœur, justement, le droit à la déconnexion. On est quand même dans une entreprise où le bien-être au travail a toute sa place. Qu'est-ce que vous nous proposez?» Parce que j'étais pas la seule en plus à être dans cette situation-là. C'était une boîte qui était, assez nouvelle. Donc moi, finalement, le discours n'a pas changé. C'est: «On te fait confiance pour gérer tes horaires comme tu l'entends, par rapport à ta santé mentale, et on ne te fera pas culpabiliser si jamais, bien évidemment, tu ne réponds pas à, un appel, tu ne réponds pas à un message». Et ça, c'est très important parce que, enfin, typiquement, un employeur qui va vous tenir un discours en disant: «Bah oui, bah, tu es cadre forfait jour, effectivement, on te paye tes RTT, tu dois être à la totale disponibilité de l'entreprise tout le temps», c'est pas possible parce que, enfin, ça, c'est l'autoroute vers le burn-out. Donc, c'est là aussi où on voit les boîtes qui vont être, j'ai envie de dire, humaines et réellement bienveillantes. C'est que, qu'elles partiront du principe que cadre au forfait jour, ça n'efface pas justement, cette liberté-là et voilà, enfin, moi, très concrètement, ce que je faisais, c'est que, enfin, je m'étais, j'avais pas réellement besoin de mettre des limites. C'est que mes collègues étaient très respectueux finalement du fait qu'à partir de, 18:00, enfin, il y avait pas de sollicitation, il y avait pas de sollicitation. Certes, on est cadre au forfait jour, mais on a quand même une vie privée. On a quand même, enfin voilà, on a besoin aussi de se vider la tête et c'est quelque chose qui n'est pas censé, on va dire, devoir être verbalisé. C'est toujours bien de poser un cadre, mais ça fait partie du bon sens. Après, c'est toujours très important pour moi de veiller à ce que ça soit mis dans la charte de droit à la déconnexion. Donc voilà, c'est l'oral de poser un cadre pour qu'il y ait une confiance et que du coup, l'employeur il se dise pas: «Mais attends, mais pourquoi me répond pas alors que j'appelle à 19:00?» Mmh Ça, mh. c'est très important, mais il faut toujours penser aux écrits pour se protéger, et quand on est cadre, on a aussi besoin de se protéger, et je pense que voilà, mettre ça à l'écrit aussi dans la charte, ça peut être une bonne façon aussi, via aussi des sondages internes. Parce que j'imagine, Victoria, que tu n'es pas la seule cadre au forfait jour dans l'entreprise, via des sondages internes à, dire: «Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous aimeriez vous positionner sur ce sujet-là, tout le monde?» Et du coup, en fonction de ces sondages internes-là, mettre des actions, écrites dans, la charte pour que ça soit vraiment officiel, quoi. Merci beaucoup Dorine pour, cette réponse ultra complète. Finalement tout ça, ça rejoint un peu l'idée, du fait d'avoir un bon équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Mais Ouais. finalement, parfois on pourrait penser que c'est finalement juste une belle tournure, une belle expression, pour dire, beaucoup de choses. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire finalement, le fait d'avoir un bon équilibre vie professionnelle, vie personnelle? Alors, l'équilibre vie pro, vie perso, aujourd'hui, ça veut plus dire grand-chose parce que, on en entend parler un petit peu partout et finalement, c'est, un petit peu comme le bien-être au travail, c'est des choses qui perdent en sens quand on n'a pas le contexte global, hein. Et le contexte global aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout simplement de se dire que la vie professionnelle n'engloutisse pas notre vie personnelle. Ça se résume à ça. C'est pas une notion abstraite, voilà, inventée pour embêter les employeurs et Mmh. faire des caprices. C'est vraiment qu'aujourd'hui, on est, dans des chiffres que je rappellerai plus tard, parce que c'est des chiffres qui sont très importants. On est dans un contexte de 44 de salariés qui sont en situation de détresse psychologique. C'est, une étude, menée par Opinionway. Donc, pourquoi on en est là? J'y reviendrai encore une fois, mais on en est là parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a un manque d'équilibre pro et perso et finalement, les gens ont besoin de souffler, de vraiment d'avoir, leur, vie perso qui reprenne une vraie place. Donc finalement, ça se résume en une phrase, c'est ne pas vivre pour travailler, mais travailler pour vivre. Et tout ça, ça paraît finalement très bateau, mais derrière tout ça, il se cache une vraie problématique, c'est, bah,
finalement, c'est quoi le sens de mon travail? C'est quoi le sens de ma vie? Et on parle du télétravail, Morgane a parlé du télétravail. Bien sûr qu'il faut en parler, ça a déclenché beaucoup de choses, mais on peut aussi parler du Covid. Depuis le Covid, les gens se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux pas faire? Qu'est-ce que je veux supporter? Qu'est-ce que je veux pas supporter? Et on est en plein dedans, on est dans l'équilibre, bah, professionnel, personnel et finalement, c'est quoi? C'est avoir du temps pour sa famille, avoir du temps pour ses amis, avoir du temps pour soi-même. Et oui, réellement, aujourd'hui, c'est des questions que les candidats se posent en entretien, c'est ils sont attentifs à ça. Je pense que si on a des RH et des chefs d'entreprise avec nous, et des personnes chargées de recrutement qui nous écoutent, ils pourront le dire. Les candidats, maintenant, ils inversent un petit peu la tendance et ils prennent un peu le pouvoir, hein, de poser un petit peu un cadre et d'exposer leurs attentes. Et on est justement dans ces problématiques-là où, bah, par rapport à la culture d'entreprise, ils vont être très attentifs à, est-ce que finalement ce boulot, il va pas me cannibaliser ma santé mentale? Et est-ce que, je vais pas devenir un no life, quoi? Ouais. C'est vrai que c'est ce qu'on entend beaucoup et d'ailleurs par rapport à ça, on a David qui demande si derrière tout cela, le vrai sujet, ce serait pas finalement juste celui de l'engagement au travail et de la confiance réciproque entre l'employé et l'employeur? Bien sûr, alors ça, c'est une super question. En fait, on est dans une problématique managériale qui est très forte, c'est la confiance. C'est la confiance et bien sûr qu'on parle d'engagement, bien sûr qu'on parle de confiance réciproque, mais en fait, enfin, ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on devrait même pas avoir à verbaliser parce que, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça tombe sous le sens. Mais, enfin, David, tu as parfaitement compris de quoi on parle. C'est qu'en fait, hem on parle de conscience professionnelle, donc on parle d'engagement au travail, certes, on parle de confiance réciproque, certes, mais si on va plus loin, on parle aussi de flicage. Donc, si Mmh. on a son employeur qui nous envoie des mails à 18 heures et qui va nous reprocher derrière d'avoir répondu, le lendemain matin à 8 heures, c'est que derrière, il remet aussi en question, bah, ce qu'on fait sur notre temps libre, notamment en télétravail, comme le disait Morgane. C'est se dire: «Bah, attends, peut-être que finalement, je vais être obligée de, leur mettre, vraiment un cadre, une structure hyper carrée parce que moi, je ne sais pas ce qu'ils font, en fait. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'employeurs refusent le télétravail. C'est parce qu'il y a cette fameuse question de se dire: «Bah, en fait, moi, je ne sais pas ce qu'ils font ces gens sur leur temps libre, donc du coup, non, je préfère les voir, en physique». Donc bien sûr qu'on parle d'engagement au travail et la confiance, ça va dans les 2 sens. Et là, on parle de grands sujets RH, on parle de fidélisation des salariés présents et comment est-ce qu'un chef d'entreprise veut fidéliser ses employés si finalement il leur fait pas confiance, il les considère comme des enfants et il les responsabilise pas et la responsabilisation, ça passe aussi par ça passe par, bah, respecter le rythme et ne pas imposer un rythme vraiment à ses employés. Moi, enfin, j'ai déjà entendu des entreprises où c'est assez lunaire. On a des entreprises qui demandent carrément et c'est avéré, hein, et c'est des témoignages aussi que j'ai. Ils demandent aux employés, de prévenir quand ils vont aux toilettes. Enfin, c'est pas possible et moi-même, j'ai été salariée dans une entreprise comme ça où, je devais pointer pour dire que je vais aux toilettes et pour dire que je reviens des toilettes. On en est à un stade où justement là, on n'est pas dans l'engagement au travail, on n'est pas dans la confiance réciproque, on est dans le pointage. Donc oui, bien sûr, on est, sur ces engagements-là, et oui, oui, c'est un très, très bon résumé David, totalement. On a une nouvelle question de Chloé qui demande si pour être, dans l'équilibre vie pro, vie perso, on peut demander dès l'entretien d'embauche, quelles sont globalement les amplitudes horaires de l'équipe, quels sont les horaires pratiqués par, les collègues, les futurs collègues, et cetera? Oui, totalement, mais ça fait partie des questions, classiques, qu'on peut demander à l'employeur parce que finalement, ça va faire partie du quotidien de l'employé. Donc au même titre qu'on peut se permettre de demander, bah, la fourchette de salaire parce que finalement, c'est ce qui va faire qu'on va vivre, tous les jours. Bien évidemment qu'on peut demander, bah, c'est quoi les horaires habituels? On peut aussi aller plus loin et poser la question de la flexibilité horaire parce que si on va encore plus loin dans ta question, Chloé, on peut parler de la génération Z et même des envies des gens tout court. Aujourd'hui, les gens veulent beaucoup plus de flexibilité. Mmh. Ils veulent se dire que, notamment pour les personnes qui sont parents, bah, ils devront pas remplir un formulaire de 50 pages pour aller chercher leur gosse à 16h30 à l'école, qu'ils C'est sûr. devront pas passer par 50 circuits de décision pour,
Enfin, parce qu'ils ont, on va dire, une urgence, à 17 heures et que du coup, ils devront partir à 17 heures au lieu de partir à 17h30. Alors qu'en bonne intelligence, les gens, de toute façon, ils proposent des solutions. Ils disent: «Bah, voilà, ma demi-heure, je vais la récupérer à tel moment» et cetera. Que ça soit plus un sujet. Donc oui, il y a pas de culpabilité à éprouver, il y a pas de gêne, il y a pas de honte. Ça veut pas dire que tu es moins motivé, ça veut pas dire que, tu es quelqu'un à problème, ça veut juste dire que, au contraire, tu te projettes dans la vie de l'entreprise et que tu as déjà envie de voir s'il y aura un match possible. Et si je me mets même moi dans la tête de l'employeur, bah, ça montre justement que, bah, tu te poses des questions pratiques et des questions terrain sur, ton quotidien et tu t'intéresses aussi à la vie de tes collègues. Donc oui, totalement, enfin, c'est pour moi, ça a sa place. OK, donc finalement pour toi, c'est même plutôt positif en fait de poser, cette question en entretien. Totalement, totalement. Parfait. On a Yacine qui demande si tu penses, Dorit, que le triple effet Covid, télétravail et intelligence artificielle, qui sont les grands thèmes du moment, ça risque pas finalement de nous forcer à repenser complètement notre relation au temps travaillé, à la relation employé-employeur et tout simplement, dissocier la vie véritable de la vie au travail? Alors c'est une question assez longue, j'espère que tu as pris toutes les infos. Ouais, j'ai pris toutes les infos, mais c'est, une question vachement riche. Merci beaucoup Yacine. Elle est très, très balèze. Alors, ouais, en fait, là, on est un petit peu dans un tournant et c'est vrai que j'en reviens toujours à la génération Z parce que sincèrement, enfin, on se retrouve par rapport à tout ce que tu, mets en avant Yacine. On est dans ces mêmes axes. Le Covid a généré une prise de conscience, le télétravail a généré une prise de conscience, l'intelligence artificielle génère une prise de conscience et finalement, la génération Z amène aussi à cette prise de conscience qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde du travail où effectivement notre relation au temps, notre relation avec nos collègues, avec notre manager et aussi notre équilibre de vie est complètement bouleversé. Pour une raison simple, on se demande pourquoi aujourd'hui on a envie de continuer à aller bosser tous les jours. Et Mmh. ça, c'est des choses dont on se demandait pas en fait ces questions-là il y a il y a 20, il y a 30, il y a 40 ans parce que ça coulait de source que, enfin voilà, on avait beaucoup de chance d'avoir un CDI et nos grands-parents, ils se disaient: «Voilà, j'y rentre à 20 ans dans une boîte et je vais y rester jusqu'à mes 50, 60 ans, jusqu'à la retraite», qui aujourd'hui ne fait que reculer et et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose, des plus de questions et oui, l'intelligence artificielle vient bouleverser, aussi la donne, mais je tiens à mettre une nuance sur ça, c'est que ça dépend quand même des métiers. Il y a des métiers où, oui, il y aura une nécessité de repenser les choses. Alors je pense pas que l'intelligence artificielle va tuer des métiers. Moi, je vois beaucoup de discours alarmistes, hein, sur ça, Mmh. mais je pense que, oui, on va être obligé de composer avec et de la voir comme un allié. Maintenant, à voir si ça va impacter vraiment son équilibre de vie et son droit à la déconnexion. Moi, je pense que fondamentalement, c'est toujours pareil, on en revient à la volonté personnelle de chaque individu de se dissocier de la notion de culpabilité et peu importe les outils qu'on nous rajoute, d'arriver à se poser un cadre et une structure et à la responsabilité finalement de l'employeur de mettre un cadre et de mettre cette structure-là. Et fondamentalement, enfin, on peut rajouter, de l'intelligence artificielle, on peut rajouter tous les contextes possibles. Pour moi, enfin, c'est pas réellement le secteur d'activité ou quoi que ce soit qui fait que, un salarié, il peut se retrouver en difficulté pour être en paix et être serein. C'est réellement la culture d'entreprise. C'est ça qui est à repenser et c'est ça qui a à mettre en qui a à mettre en cause et pour trouver des plans d'action pour vraiment que les gens soient bien dans leur travail. Merci pour cette réponse, tout aussi complète que sa question. On essaye, on essaye. Pour avancer un petit peu, tout à l'heure, tu parlais de santé mentale au travail. Est-ce que pour toi, c'est une mode? Parce qu'on sait que ça pourrait l'être ou est-ce que c'est finalement un vrai sujet? Ouais, bien sûr, on peut penser que la santé mentale, c'est une mode, mais le truc, c'est que, on est dans ces problématiques-là parce que, enfin, j'en reviens toujours à ce sondage, hein, je vais vraiment y revenir, c'est que 44 des salariés sont en situation de détresse psychologique. C'est OpinionWay. énorme. Donc c'est énorme, ce n'est pas une mode, c'est une réalité. La réalité, c'est que le monde du travail est malade et ce n'est pas être fataliste, ce n'est pas être pessimiste de dire ça, c'est être
réaliste. Il y a une réelle nécessité que le CDI se réinvente pour séduire à nouveau. Donc ça passe par mettre des actions concrètes en place et quand on sait qu'aujourd'hui 12,6 des salariés ont un risque élevé de burn-out, on se dit que non, c'est pas une mode. La mode, c'est de se dire que mettre un baby-foot dans son entreprise, c'est du bien-être au travail. Mmh. La mode, c'est de se dire que, d'offrir une boîte de chocolat à ses salariés à Noël, ou une carte cadeau à Noël, c'est du bien-être au travail. Donc effectivement, je peux comprendre que certaines personnes pensent que c'est une mode, quand on voit ce que peut-être certaines entreprises en font ou en tout cas comment elles peuvent communiquer dessus. Mais quand on voit aujourd'hui l'état mental de beaucoup de personnes dans le monde du travail, puis moi je peux vous le dire, hein, sincèrement, j'ai bossé à la CPAM. Ça, j'en parle pas beaucoup parce que ça a totalement rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'était au moment où, le burn-out commençait à être un petit peu reconnu comme, réellement, on va dire une maladie professionnelle, un petit peu officieusement, on va dire. Je recevais mais des kilomètres d'arrêts pour burn-out, des kilomètres. Donc non, même si je vous parle de la réalité terrain, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, la santé mentale des personnes doit, être, on va dire sur le premier plan pour moi dans toutes les réunions, de direction, pour essayer de se demander, bah, comment attirer des talents et comment fidéliser les employés présents. Surtout quand on sait que 2 salariés français sur 3 ne vont pas travailler par plaisir et ça, c'est une étude qui a été faite pour Great Place to Work, donc qui nomme les meilleures entreprises, hein, sur le point de vue du bien-être au travail. Donc non, c'est pas une mode, c'est un sujet, assez dangereux, j'ai envie de dire aujourd'hui, vu la tournure que ça prend, il y a vraiment la nécessité d'agir. Et c'est parfait parce que ça rejoint exactement parfaitement le point de Morgane qui dit pardon qu'il a eu des personnes issues de la génération X qui font la distinction pardon entre le travail et le plaisir et du coup pour eux le plaisir au travail finalement, c'est juste une hérésie pour eux. Alors que des personnes de la génération Z, veulent trouver vraiment cet équilibre parce qu'ils ont pardon conscience que l'emploi a un impact sur la vie privée et vice versa. Qu'en penses-tu toi, de ton côté, Yes, David? on a des questions magnifiques avec une telle matière. Merci beaucoup Morgane pour cette question. Cette fois, je ne te squeeze pas, je n'y réponds pas par avance, je vais répondre en temps réel. Alors, c'est extrêmement intéressant comme, partage d'expérience. Alors, moi, ce que j'en pense, c'est qu'aujourd'hui, oui, la génération Z, elle a conscience de l'impact de la vie privée, mais aussi de l'impact, enfin, ils cherchent à se préserver, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la génération Z, elle est vraiment dans cette dynamique de, je vais au travail, mais pourquoi? C'est pas juste je vais au travail. Ils se posent plein de questions. Ils ont une checklist en fait. Attention, je nuance évidemment, toutes les personnes de la génération Z ne sont pas comme ça, mais c'est une énorme tendance. Ils ne sont pas comme nos grands-parents. Ils ne se disent pas: «Voilà, je vais bosser, point». Ils ont une checklist. Est-ce que ce travail a du sens pour moi? Est-ce qu'il y a de la diversité et de l'inclusion dans cette entreprise? Est-ce que je suis fière de bosser dans cette entreprise? Est-ce que je ne vais pas me rendre malade en rentrant chez moi parce que le management, il est tyrannique, c'est un management de la peur, parce que, les objectifs, ils sont complètement, déconnectés de la réalité. Ils ont cette checklist-là, ils se renseignent aussi beaucoup en amont sur la réputation de l'entreprise et ils sont exigeants. C'est ça la réalité. Pourquoi ils sont exigeants? Parce qu'aujourd'hui, ils ne mendient plus un travail. Ils sont Mmh. très ouverts avec l'idée de faire de l'entrepreneuriat à côté. Ils ont plus peur, en fait, de se retrouver, sans CDI du jour au lendemain. D'ailleurs, le turnover moyen d'une personne en génération Z, c'est 2 ans et demi. Ils ont voilà, C'est court. c'est très court. Pourquoi? Ouais. Parce qu'ils ont aussi ce besoin de changement et surtout cette envie de changement et ils n'ont absolument pas peur d'aller butiner à droite à gauche pour comparer parce que justement, ils ont cette conscience-là de l'impact qu'ont leur vie privée et leur vie perso cumulées sur leur santé mentale et ils vont vers la solution la plus confortable pour eux, en fait. Donc, enfin, bien évidemment, enfin, derrière, la notion de plaisir, elle rentre totalement en compte parce que, enfin, encore une fois, on a connu cette époque il y a quelque temps où, on allait bosser et
et voilà, c'était même pas un sujet de se dire: «Est-ce que j'aime mon boulot?» J'ai un boulot, je vais pouvoir faire un crédit immobilier, c'est super. Voilà, c'est pour ça que les gens prenaient des CDI. Mmh. Aujourd'hui, on se demande: «Est-ce que je suis heureux à mon travail?» Et on en revient à la question de Yacine. Le covid a beaucoup joué là-dedans. Il y a pas eu que le travail, hein, il y a eu beaucoup de divorces aussi. C'est une remise en question globale et C'est enfin, vrai. on va pas se mentir, enfin Gwendoline, aujourd'hui, enfin, c'est pas du fatalisme, mais le monde, c'est compliqué. Enfin, je sais pas si tu as suivi les actus récentes, mais on en Mmh. vient même à se demander si on aura assez d'eau pour arriver à vivre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans et même parfois aujourd'hui, on est dans des situations de sécheresse. Donc finalement, on se pose, on se dit: «Mais la vie, elle est courte. Je sais même pas dans quelles conditions je vais pouvoir continuer». On va pouvoir en tant qu'humanité continuer la vie. Il y a des drames qui se passent tous les jours, qui nous concernent à plus ou moins grande échelle, mais aujourd'hui, on a envie d'être heureux, en fait. On a envie d'être heureux, on se demande comment on peut être heureux. On passe toute sa vie dans son travail, donc bien évidemment que génération Z ou non, génération Y ou non, ou même plus, on se demande comment on peut y arriver. Ça, c'est une question qui nous trotte dans la tête plus que jamais au vu de l'actualité, ça c'est certain. C'est sûr, c'est sûr. Et par rapport à ça, justement, est-ce qu'on peut se dire que malgré tout, le stress, pour certains, on sait que c'est moteur. Est-ce qu'il existe vraiment un bon stress au travail ou pas du tout? Oui, alors, ça existe, le bon stress au travail existe. Moi, je parlerais en fait de ces moments d'adrénaline où, on sait qu'en fait, justement, on est dans une période de gros rush, qu'elle va s'arrêter parce que, c'est une période. On sait que, par exemple, moi, par exemple, j'ai un client, je sais qu'il me dit, «Oui, mai-juin, c'est la pire période, mais par contre, ça va parce que je sais qu'après, je pourrai me reposer». Mmh. Donc, on sait que chaque année, c'est comme ça. On peut aussi se préparer un petit peu psychologiquement. Donc, on se met un peu, dans cette situation où, voilà, c'est un petit challenge, c'est boostant, on sait que ça va s'arrêter, donc, c'est pas, une condition normale, c'est exceptionnel et cette notion d'exceptionnel, elle est très importante à garder en tête pour ne pas normaliser non plus le stress en se disant: «C'est du bon stress». Une entreprise qui vous embauche en vous disant: «Oui, mais on te propose beaucoup de challenges, je sais que ta fiche de poste, elle est très, très longue, mais t'inquiète pas, c'est du bon stress». Non, parce que là, on vous vend un cadre au travail quotidien comme étant réellement destructeur pour votre santé mentale. Non. Par contre, de se dire qu'effectivement c'est temporaire, oui, ça peut être du bon stress et du coup, ça peut générer un sentiment de fierté et d'accomplissement quand il y a une culture d'entreprise qui est basée sur l'échange, sur le collectif, où du coup, vous n'êtes pas non plus tout seul à vous dire: «Voilà, je suis tout seul dans ma galère avec ma montagne de travail, j'ai aucun sparring partners, j'ai aucun soutien, j'ai personne pour me dire: "Ah, c'est super, bravo, merci" et cetera». Cette notion de reconnaissance et de valorisation dans cette circonstance exceptionnelle, elle va être très importante pour justement que le salarié, il se sente, bah, il trouve du sens en fait et qu'il se dise, «Bah, franchement, je suis fier parce que, je sais que là, je suis un petit peu en train peut-être de me cramer», on va dire, mais, on est une équipe, on est ensemble, on surmonte tout ça ensemble et du coup, bah, voilà, quand, la tempête passe, on se tape tous dans la main et on se dit: «Ça y est, on l'a fait, quoi». Donc, ça, c'est le bon stress. Maintenant, le mauvais stress, parce qu'évidemment, la majorité du stress, sinon on serait pas là pour en parler, c'est du mauvais stress, Ouais. c'est quand on n'arrive plus à prendre du recul et c'est une situation qui peut totalement arriver dans le cadre du bon stress. C'est pour ça que je parlais aussi de la nécessité d'avoir de la reconnaissance. Faut pas que le chef d'entreprise, il lâche, les gens, dans un contexte de forte tension et qu'il parte du principe que c'est normal. Non, le merci et bravo dans le management, c'est essentiel. Donc, quand on n'arrive plus à prendre du recul et qu'on sent qu'en fait, c'est comme si on te rajoute un livre à chaque fois sur la tête, un Mmh. livre, un livre, un livre, à un moment, tu tiens plus l'équilibre, tu perds l'équilibre et tu t'écroules. Bah, on en vient à ça, en fait, quand on parle de mauvais stress. C'est qu'en fait, on n'arrive plus à prendre du recul, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il va se passer quelque chose de très insidieux dans la durée, de la fatigue, de l'irritabilité, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires et le pire, c'est que ça, on s'en rend pas forcément compte parce qu'on est sur l'autoroute de son travail. On se dit: «Bah, voilà, j'y vais, je me pose pas de questions, je suis un peu en pilote automatique, je suis en mode, robot» et c'est là où réellement le stress devient dangereux. C'est qu'on se dit que, on doit continuer, point et on n'interroge pas sa santé mentale. Ça, c'est dangereux. Très bien, merci. Et justement, il y a Tania dans les commentaires qui rebondit par rapport au stress, qui demande si,
c'est un point qu'on peut aborder en entretien d'embauche. Finalement, est-ce que c'est un défaut d'être anxieux? Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il faut le garder pour soi? Qu'en est-il? Yes, c'est, une super question. Moi, je pars du principe qu'être anxieux en entretien d'embauche, c'est, vraiment quelque chose à verbaliser et à dire et il y a pas de honte à en parler. Parce qu'être anxieux, déjà, c'est pas forcément un défaut, c'est une caractéristique humaine. On est tous différents, on n'a pas à avoir honte de comment on est. Un employeur a ses défauts, un manager a ses défauts. Je pense qu'au contraire, les managers et les recruteurs en ont un peu marre d'entendre: «C'est quoi votre défaut selon vous?» Bah, je pense que je suis trop perfectionniste. Ah oui, oui. Le classique, Le le classique. défaut. Ouais, c'est ça, c'est le pseudo défaut. On se dit: «Bon, c'est pas Ouais. vraiment un défaut». En même temps, c'est plus une qualité qu'un défaut, donc je triche un peu. Donc au contraire, ça va jouer en ma faveur. Non, on a cramé l'idée, On l'a tout tous le monde fait. connaît le stratagème. Donc en fait, pour moi aujourd'hui, de dire qu'on est anxieux, que ça soit en fait juste de dire qu'on est anxieux dans l'entretien, juste de jouer carte sur table et de dire: «Voilà, je préfère vous dire, je suis un petit peu anxieux aujourd'hui ou un petit peu anxieuse parce que, bah, voilà, je il y a un enjeu dans cet entretien pour moi et votre entreprise me plaît beaucoup donc voilà, en même temps, moi, je trouve que c'est un icebreaker sympa. Ça montre que, on se projette, qu'on a envie de, bah, de déjà, bien faire, en fait et du coup, on n'arrive pas les mains dans les poches en se disant, limite, la clope au bec: «Oui, de toute façon, je pointe pour Pôle emploi et j'en ai rien à faire d'être ici, quoi». Et je pense qu'au contraire, ça, c'est beaucoup plus désagréable pour un employeur que quelqu'un qui va jouer carte sur table et qui va dire: «Bah, j'ai tellement envie de bien faire, excusez-moi si du coup, bah, vous trouvez que je suis un petit peu hésitant ou hésitante dans mes réponses parce que oui, je suis un peu anxieux». Ou d'expliquer que oui, dans la vie de tous les jours, on est anxieux, justement parce que, bah, voilà, on est comme ça, on a tendance à être un peu nerveux, à peut-être faire des flancs de tout et de rien, mais que voilà, ça fait, qu'on est humain et qu'on est humaine et soit, tu peux prendre les devants, Tania, en le disant toi-même spontanément, soit tu peux attendre cette fameuse question qui, selon moi, ne doit plus exister en recrutement parce qu'on est en 2023, mais qui malheureusement existe, toujours, voilà, 3 qualités, 3 défauts. Ça, c'est selon toi, hein. Il faut trouver le bon contexte pour le caser. C'est sûr que voilà, enfin, selon les questions que va te poser le recruteur, ça sera pas toujours le bon moment, donc ça, c'est toujours pareil, c'est une question de moment. L'idée, c'est juste que ça soit naturel et que ça fasse partie de l'échange et que, enfin, ça fasse partie, je fais connaissance avec mon futur employeur et du coup, bah, je suis déjà transparent ou transparente. Donc, oui, oui, totalement, enfin, il y a pas de honte et pour moi, au contraire, c'est un bon point parce que, bah, ça montre que, tu cherches pas à te faire passer pour, plus parfaite que tu ne l'es et que voilà, enfin, tu n'as pas honte, tu as parfaitement conscience aussi, tu es très lucide sur qui tu es. Voilà, ça, c'est aussi super important et je pense qu'encore une fois, un employeur, il préfère ça plutôt qu'un candidat qui va arriver et qui va dire: «Bah, franchement, j'ai une gestion du stress qui est exceptionnelle» et finalement, il va se retrouver dans une situation de stress où l'employeur, il va se dire: «Mais en fait, il s'est survendu et il sait pas du tout gérer». Donc voilà, l'employeur, il fera son choix en connaissance de cause. Il faut pas oublier qu'un employeur, il recherche tout type de profil dans son entreprise. Il va pas chercher que des personnes extraverties, il va pas chercher que des personnes introverties, il va chercher des personnes voilà, de tout type pour composer un collectif complémentaire. Donc aucune honte à être soi-même, surtout pas. C'est beau. Non, mais c'est vrai, hein. On a également Morgane qui soulève un point très intéressant. Il dit que paradoxalement, tout le monde va être heureux au travail, c'est vrai, c'est logique, mais tout le monde impose un stress. Selon toi, d'où est-ce que viendrait ce paradoxe? Est-ce que ce serait culturel, par habitude, autre chose? C'est hyper intéressant, Morgane, comme question parce que c'est vrai qu'on est dans un truc hyper paradoxal en ce moment. Moi, je dirais que ça va pas plaire à tout le monde, ça va être un peu tranché, mais on est un peu dans une société égoïste, je pense, hein. Et attention, ça part pas, d'une mauvaise intention forcément, mais je pense qu'on est tous un petit peu dans l'autoroute de nos intérêts. On pense à son dossier qu'on doit finir rapidement, on pense à une tâche, qu'on doit faire vite et tu vois, enfin, j'en reviens à l'exemple que j'ai pris tout au début, le collègue qui va te rajouter de la surcharge de travail Mmh. et parfois, pour autant, c'est un collègue que tu adores et qui est très sympa et avec qui tu es pas du tout en conflit ou quoi que ce soit, hein. Mais il va pas forcément,
faire la démarche d'aller chercher la réponse tout seul. Donc à la première occasion venue, il va te dire: «Mais, tu peux me montrer ça? Tu peux me remontrer ça? J'ai pas compris ça. Ah mais là, la manager, elle a dit ça, j'ai pas écouté. Tu peux, me répéter?» tout ça et on se rend pas compte parce que du coup, on est dans son autoroute. On se dit: «Voilà, je fais pas forcément attention», enfin on se le dit pas, mais la réalité c'est que oui, on fait pas forcément attention, bah, est-ce que mon collègue à qui je vais poser cette question-là, lui, il en a pas jusque-là de sa charge de travail? Est-ce qu'il a pas aussi, des problèmes personnels? Est-ce que, voilà, les gens n'ont pas juste envie de, voilà, profiter du temps libre pour être avec leur famille, avec leurs enfants, profiter, du lieu de travail pour faire leurs tâches sans avoir d'autres responsabilités sur les épaules. On C'est des questions qu'on se pose pas, en fait. Donc effectivement, oui, heu, mais tu vois, je vais même faire un parallèle finalement au stress, heu, qu'on peut, mettre à des amis, en fait, à la charge mentale qu'on peut représenter, auprès des amis. Tu vois, tu peux appeler même tes amis Mmh. et passer 1 heure à leur raconter tes problèmes personnels et cetera et moi, je vais en venir à quelque chose qui est pour moi un drame dans la société, c'est que finalement, on ne sait plus écouter. C'est-à-dire que tu peux te retrouver 1 heure à parler de tes problèmes personnels à tes amis. Au final, tu prends même pas la peine une seule fois de leur demander si ça va, si ça va pas Ouais. et tu rajoutes de la charge mentale aux gens et on se retrouve dans cette situation où, on a juste besoin, en fait, de chercher, nous, une solution à nos problèmes, mais on ne considère plus les autres et ça, c'est un problème universel. C'est pas seulement au travail. Donc oui, totalement Morgane, pour moi, on est dans ce paradoxe-là. Donc je pense que pour moi, la solution, c'est, bah, de considérer les autres et d'avoir sincèrement plus d'empathie et avant de poser une question, avant de solliciter quelqu'un, que ça soit à l'écrit, par téléphone ou verbalement, c'est de se dire: «Est-ce que sincèrement, je ne peux pas m'en sortir tout seul? Ou est-ce que ma sollicitation va avoir un impact?» Très Ça, clair. c'est important. Maintenant, j'aimerais que tout le monde prenne, un post-it, un stylo. Dorit, est-ce que tu peux me faire en quelques points une petite liste des points pour prendre des solutions, des petits tips pour prendre soin de sa santé mentale au travail? Et là, j'aimerais que tout le monde note parce que je pense que ça va être, une partie essentielle de ce live. Yes, totalement. Alors, j'en ai pas mal. Donc déjà, on va être sur un travail émotionnel extrêmement important pour prendre soin de sa santé mentale au travail. La nécessité absolue de se mettre dans une bulle et de se détacher émotionnellement des sources de stress. Donc de se préserver, extrêmement important. Ensuite, d'être toujours dans l'action, c'est-à-dire de se concentrer sur le moment présent. Une tâche à la fois. On accepte qu'on ne peut pas tout faire. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile souvent pour les gens, c'est qu'ils essayent d'être partout, sauf qu'être partout, c'est être nulle part. Se dire: «Voilà, je fais quelque chose, je le fais de A à Z». Ensuite, relativiser la notion d'urgence. L'urgence n'a plus de sens aujourd'hui. Tout est urgent. On en revient à ce que je Ouais, disais, au début, tout est à faire pour avant-hier. Non, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui ne l'est pas? Arriver à le définir. Ensuite, l'organisation. Arriver à hiérarchiser les priorités. Qu'est-ce que je dois faire tout de suite pour la bonne avancée de l'entreprise et la bonne avancée de ma to-do list? Qu'est-ce qui n'est pas important? Et vous vous rendrez compte très rapidement qu'il y a des choses où vous mettez une pression comme ça, alors qu'en fait, ça pourrait très facilement attendre 1 ou 2 semaines. Déléguer, laisser son ego et son envie de faire parfaitement les choses de côté. Si on en a la possibilité, c'est très important. Parfois, vous allez avoir des collègues qui vont gentiment vous demander, parce qu'ils vont vous voir galérer: «Comment je peux t'aider?» «Non, t'inquiète pas, je me débrouille, je fais tout seul». Non. Si vous en avez la possibilité et que les personnes, surtout, bien évidemment, ont les compétences nécessaires pour vous épauler, faites-le. Pensez à vous, pensez à votre charge mentale. Apprenez à dire non. Ne pas se surcharger, c'est très important. Il faut savoir vraiment prioriser et gérer son temps utilement. Bien évidemment qu'on est une équipe, bien évidemment qu'on n'est pas là pour envoyer chier ses collègues, pardonne-moi l'expression, mais il faut savoir aussi mettre des limites et parfois, on peut avoir, au même titre que dans la vie, des relations qui peuvent être un petit peu vampirisantes, notamment des collègues qui peuvent manquer d'autonomie. Donc, je ne dis pas de, les envoyer chier vraiment littéralement, mais juste de leur faire comprendre avec beaucoup de diplomatie, beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance: «Là, je suis désolée, je ne peux pas.
j'ai beaucoup de travail, je te réoriente soit vers un tel, soit, si tu n'as pas compris, peut-être qu'aller voir le manager qui, du coup, fondamentalement est là pour ça, faire un point avec lui, ça serait la meilleure solution, mais là, je ne suis pas disponible. Et mettre des limites, c'est ce qui va vraiment vous sauver au niveau de votre charge mentale. C'est une Mmh. très bonne pratique. Ensuite, éviter les sources de déconcentration. C'est tout bête, mais trop de bruit, trop chaud, trop froid. Parfois, on peut se laisser vraiment happer par l'environnement et finalement, on peut se retrouver à parler pendant 10-15 minutes avec ses collègues de, «Mais tu te rends compte comment il fait chaud? Mais, c'est insupportable le bruit des travaux», et je pense qu'on s'est tous retrouvés dans cette situation-là Oui, avec des conversations absolument stériles qui, en c'est plus, pour ça que je rigole. ne vont rien changer parce qu'on ne peut pas changer la météo, on va pas faire cesser les travaux. Donc trouver des solutions, être factuel, en fait. Donc pour ça, on va aménager un espace de travail ergonomique. Donc on va essayer de trouver un bureau, si on en a la possibilité, évidemment. Donc ça, c'est toujours pareil. On va en parler avec son employeur, avec son manager, on va exposer ses difficultés. Essayer bien sûr, si possible, de tempérer mieux la pièce pour être dans les meilleures conditions possibles. Donc l'idée, c'est d'avoir un espace de travail ergonomique et aussi la santé mentale au travail, le bien-être au travail, ça passe par comment je me sens dans mon bureau. Donc du coup, pareil, c'est tout bête, mais personnaliser son bureau. On n'oublie pas qu'on passe la plupart de son temps au travail. Donc Mmh. l'idée, c'est de s'y sentir bien. Donc d'y arriver à 8 heures dans un espace vide avec juste ton PC où n'importe qui pourrait prendre votre place et qu'on n'y verrait pas la différence, où vraiment là, pour le coup, vous vous sentez comme un numéro, sincèrement, pour se saper le moral, il y a pas pire. Donc que ça soit en télétravail ou en présentiel, se sentir inconfortable à son travail, c'est une source d'angoisse assurée. Donc, encore une fois, vu le temps qu'on y passe, c'est un point à ne pas négliger. Essayez vraiment de faire en sorte, vous, de vous sentir bien là où vous bossez. Ensuite, comprendre la source de stress au travail. Donc, notamment, un collègue harcelant, un sentiment d'exclusion, un manque de reconnaissance, une incapacité à décrocher, un manque de sens dans les missions, de la pression. N'oubliez pas que tout a une source. Le fait que vous soyez mal dans votre travail, ça a une source, identifiez-la. Ensuite, ne pas lire ses mails en continu. Oui, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, mais c'est bien, j'espère que tout le monde note. Ouais, 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 de toute façon, un replay. Ne pas lire ses mails en continu parce que le nombre de mails reçus par jour, c'est le facteur le plus anxiogène au travail. Je balance un chiffre comme ça, il y a plus de 50 des salariés, c'est le dernier observatoire de l'infobésité qui a sorti ce chiffre, plus de 50 des salariés qui répondent aux mails dans l'heure, à tous leurs Mmh. mails. C'est énorme. On en revient à la notion d'urgence. Est-ce que tous ces mails sont urgents? Je ne crois pas. Donc, toujours essayer de prioriser et de faire une pause aussi dans ses mails, très important. On en vient à la notion de pause, c'est bête, mais faire des pauses au travail. On enlève la notion de culpabilité. Je dois être dans l'autoroute de mon job. Si, je prends 5 minutes de pause, c'est 5 minutes pendant lesquelles j'aurais pu ne pas impressionner peut-être mon employeur en étant hyper productive si je suis en période d'essai. Peut-être que c'est 5 minutes où du coup je prends du retard parce que je suis déjà sous l'eau. Vous ne prêchez pas en faveur de votre santé mentale. Faites des pauses, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire pour votre santé mentale. Ensuite, on en revient à la fameuse notion de 17 heures. Je pars à 17 heures, je culpabilise. Non, partez à l'heure convenue sans culpabiliser. C'est normal, c'est votre travail, vous êtes payé pour ça. Vous ne volez personne, vous ne faites rien de mal, vous avez effectué le travail que vous avez à faire et dans le temps qu'on vous a, donné pour le faire. Et le dernier point, lâcher prise sur l'incertitude qui peut être liée à sa situation. CDD, intérim, renouvellement de période d'essai validée ou non. Il faut accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Si vous arrivez à faire ça, vous aurez énormément gagné en santé mentale et vous aurez beaucoup perdu en charge mentale. C'est beau. J'aime beaucoup comment tu conclus tes phrases. On essaye, c'est le côté copywriting qui ressort. Ça doit être ça. Je vois qu'on approche, des 50 minutes de live déjà. Le temps, passe vite, le Déjà, temps défile. J'aimerais vraiment qu'on parle, du fait de sacrifier sa vie pour son travail. J'imagine que tu vas me dire que c'est vraiment à ne pas faire, mais j'aimerais vraiment que tu nous en dises, quelque chose parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de burn-out, tu en parlais tout à l'heure.
Donc ça me semble être une notion assez essentielle. Bien sûr, totalement, c'est, indispensable d'en parler. Alors, il faut savoir que, heu, des employés qui ont encore assez d'énergie, de temps et d'envie pour profiter de la vie, c'est des employés qui sont plus heureux et donc des employés qui sont plus productifs. Donc aujourd'hui, comme je le disais, les gens, ils cherchent avant tout du sens dans leur job et ça passe par un équilibre. L'ennemi de l'équilibre, c'est quoi? C'est sacrifier sa vie pour son travail. Alors pour ça, moi, je vais donner une enquête, Bumble qui est, assez inquiétante. C'est que, 77 des Français sont épuisés et accablés par leur quotidien professionnel. C'est terrible. C'est terrible, hein. À côté de ça, on a 33 des salariés qui considèrent que l'équilibre de vie est le critère numéro un. Et je parle pas de la génération Z, je parle des salariés français en général. Mmh. Donc ça montre aujourd'hui la nécessité de ne pas sacrifier sa vie pour son travail, pas en termes de sujet RH, mais aux yeux des salariés eux-mêmes, hein. Ils en ont conscience aujourd'hui. C'est un sujet aussi pour eux, c'est ce qu'ils regardent, c'est un critère, hein. C'est aussi une problématique de couple. Ça peut paraître étonnant, mais réellement, pour 43 des sondés, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée de leur partenaire, est plus important que leur statut professionnel. Donc c'est quelque chose qui également est source de conflits, mais aussi source de critères et et même une priorité réellement dans le couple. Mmh. C'est 43, enfin, C'est énorme à nouveau. c'est quand même énorme. Ensuite, on va être sur un chiffre, qui explose quand on interroge la génération Z, c'est que 76 estiment que l'équilibre vie pro, vie perso et la flexibilité, ça encourage la loyauté, la fidélité et le bonheur au travail. Donc tout ça, finalement, ça nous montre quoi? Ça nous montre que, bah, encore une fois, sacrifier sa vie pour son travail, on le dit, on le sait, c'est pareil, on le sait que c'est il faut pas le faire, on peut dire c'est une mode, c'est une tendance, mais pas du tout. C'est vraiment aujourd'hui ancré dans le quotidien des salariés. C'est un questionnement dans voilà, que ça soit en couple, que ça soit eux tout seuls, ils se demandent comment ils peuvent arriver justement à arriver sur cet équilibre-là pour bah, ne pas, justement perdre leur santé mentale et on en vient derrière, au burn-out. Derrière, c'est ça, hein, qui arrive. C'est ça qui fait peur et là, pareil, il y a des chiffres qui sont assez, affolants. On a quand même 44 des salariés aujourd'hui, ça c'est un sondage IFOP, qui considèrent qu'ils frôlent le risque de burn-out. Donc c'est ça aujourd'hui qui fait peur et c'est pour ça qu'il y a autant de questionnements, de problématiques et qu'il y a la nécessité de s'y mettre vraiment. Et le dernier chiffre que je peux donner, c'est 9 salariés sur 10 qui estiment que l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, c'est un facteur de bien-être majeur. Et ça, c'est une enquête Welcome to the Jungle. Donc oui, bien sûr, on est sur, on est sur une tendance RH, certes, mais on est aussi sur une cassure entre cette ancienne époque où on devait, on considérait qu'on devait se sacrifier sur son travail pour son travail parce que c'était la norme et qu'on vivait pour son travail et non réellement aujourd'hui, on vit pour vivre. On ne vit plus pour travailler. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et on parle beaucoup du travail, mais il y a également la recherche d'emploi. Et à ce propos, on a Antonin qui demande comment garder finalement une vie sociale quand on est en recherche d'emploi et que faire, enfin, quid de la culpabilisation, pardon, de faire des choses différentes alors qu'on est justement en période de recherche d'emploi. C'est un vrai sujet et ça, je peux en parler personnellement parce que j'y étais chercheuse d'emploi et du coup, je l'ai connu vraiment cette culpabilisation. Alors, elle est légitime, notamment, l'entourage met beaucoup de pression. Ça, c'est naturel, c'est-à-dire que vous allez, voir des amis, ils vont vous dire: «Bah, alors, tu en es où?» Et en fait, c'est Mmh. des questions anodines et c'est toujours pareil, en fait. Beaucoup de choses ne partent pas d'une mauvaise intention de la part des gens, mais finalement, l'impact est là. C'est qu'on se retrouve, bah, honteux de dire: «Bah, ouais, je suis toujours au chômage. Ah, mais du coup, c'est cool, tu prends le temps de prendre un verre avec nous, tu cherches pas de taf, tu as la belle vie». Ce fameux «tu as la belle vie». Je pense qu'on l'a tous un petit peu entendu dès qu'on se permet de s'accorder un break ou quoi que ce soit. Du coup, bah, sauf que ça reflète ni notre état moral, ni, ce qu'on fait dans notre quotidien C'est et vrai. parfois l'entourage peut avoir tendance, en fait, à réduire un petit moment qu'il voit de nous
pour, justement avoir ce fameux, «Bah, de toute façon, toi, tu as la belle vie, moi, je bosse, moi, c'est dur pour moi, toi, tu es au chômage». Pas du tout, en fait. On n'est pas en vacances. On a une pression terrible de se dire qu'en fait, le chômage, c'est pas éternel. Il y a toute la pression autour des mails de refus automatiques qui sont très difficiles à gérer émotionnellement. Il y a, la pression de se dire qu'au bout d'un moment, bah, voilà, on a fait le tour, en fait, on a candidaté partout et c'est quoi la solution? On a l'impression de pas avancer, on stagne et c'est réellement extrêmement difficile. Il y a vraiment une dépression qui existe chez les chercheurs d'emploi et qui est réelle. Donc, comment garder une vie sociale quand on est chercheur d'emploi et comment arrêter de culpabiliser? Tout simplement déjà en sincèrement s'éloignant des gens qui se permettent d'avoir ce genre de discours. C'est beaucoup plus difficile quand c'est la famille, bien Ouais. entendu. Donc ne pas hésiter à leur poser le cadre gentiment en leur disant: «Bah, écoute, non, moi je suis pas en vacances, je m'amuse pas en fait. C'est dur pour moi moralement». Donc voilà, reposer le cadre et reposer le contexte parce qu'en réalité et ça existe encore, hein, il y a parfois des gens qui, en fait, n'ont jamais été au chômage dans leur vie et ils savent pas ce que c'est. Donc du coup, ils croient vraiment que c'est des vacances, sauf que pas du tout. Donc pour moi, ce qui est très important, c'est, au même titre que quand on est salarié, quand on est, ou même quand voilà, quand on est cadre ou même quand on est dirigeant, c'est se mettre des plages de déconnexion. Donc se dire: «Voilà, je me pose une structure, je me pose un cadre». Donc admettons, moi, c'est ce que je faisais, hein, quand j'étais en recherche d'emploi. Sur la fin, parce qu'au début, je me suis cramé la santé, sincèrement, les je me sentais même, dans un état proche des burn-out que j'ai fait, hein. Je cherchais un job de 8 heures à minuit. Enfin, j'étais, littéralement épuisée, en fait et je m'arrêtais pas, hein. Donc du coup, je me suis dit: «De 8 heures à 16 heures à peu près, je cherche un job» et en fait, je faisais ça en bonne intelligence. C'est-à-dire que de 8 heures à midi, je cherchais un job sur les job boards habituels, donc Indeed, Pôle emploi, Monster et l'après-midi, je ne cherchais pas sur les job boards, mais je le consacrais à faire vraiment de la prospection. C'est-à-dire que j'appelais les entreprises. En fait, j'étais terrain. J'allais chercher la solution concrète. Ou alors, j'envoyais des messages sur LinkedIn aux entreprises dont j'avais vu au préalable les annonces d'emploi sur les sites. Donc, du coup, sur Indeed, sur Pôle emploi, etc. Et je les contactais en direct pour chercher le contact. Et du coup, voilà, ça créait un rythme différent. Et après, je m'obligeais à couper et à sortir et en vrai, quand j'expliquais à mon entourage, bah, cette routine-là, ils trouvaient ça hyper intelligent et ils me disaient: «Ah mais c'est cool parce que du coup, on voit que toi, tu avances en fait» et c'était pas quelque chose d'abstrait. Je disais: «Oui, je suis en recherche d'emploi». Non, je suis en mesure d'expliquer comment j'ai ma recherche d'emploi et au-delà de tout ça, concentrez-vous sur vous en fait. Les gens, ils vous connaissent pas, ils savent pas ce que vous faites. Donc des gens qui se permettent de vous dire peut-être: «Oui, mais tu profites du système et de toute façon, oui, non mais ça, il y en a beaucoup, hein et de toute façon, oui, tu es en vacances». Voilà, ça sert à rien. Vous, vous savez ce que vous faites, vous avez vos objectifs, donc focus. Merci à nouveau pour cette réponse ultra complète. Il y avait une question de Morgane qui demandait comment gérer le stress quand on cherche un emploi et comment faire face à la pression de notre entourage. Je crois que ça a été amplement répondu, grâce à ta réponse, juste avant. Morgane, si jamais tu avais besoin de compléments, n'hésite pas à te manifester, mais je pense que pas mal d'informations et de conseils ont été donnés. On arrive tout doucement, malheureusement, à l'heure de live. Dorit, est-ce que tu aurais en deux trois phrases, un petit mot de la fin? Oui, bien sûr. Alors moi, j'aimerais simplement dire aux personnes, bah, qu'il y a des solutions réelles pour, se protéger de, toutes les nuisances, toute la pollution en fait qui peut justement entraver notre santé mentale. Et ces solutions-là justement, c'est, bah, je peux les donner assez rapidement quand même. C'est, bah, on peut parler finalement d'impact, du voilà, de l'utopie. Est-ce que c'est une Mmh. utopie finalement aujourd'hui, tu vois, de se dire que, bah, l'équilibre vie perso, on n'y arrivera pas, la santé mentale, on n'y arrivera pas, le droit à la déconnexion, on n'y arrivera pas. Moi, je pense que réellement, c'est pas une utopie, c'est, des actions qui sont absolument nécessaires pour gagner en équilibre et donc la fameuse QVT qui finalement intéresse toutes les entreprises, la fameuse qualité de vie au travail. Donc Bien là, sûr. on est sur, bah, des horaires flexibles pour plus de souplesse, de liberté, d'autonomie et moins de charge mentale pour ses rendez-vous, pour les enfants, sur des solutions comme accorder du télétravail. Donc ça, c'est directement lié aussi au droit à la déconnexion. Prendre du vrai temps libre autant que possible. Donc on bosse pas le dimanche. Le dimanche, voilà, c'est, consacré aux tâches ménagères, à l'administratif. Non,
On met du vrai temps libre. Non, mais moi, j'ai plein d'amis qui me disent ça. Ils me disent: «Ouais, le dimanche, voilà, voilà, je fais mon administratif, je fais mes impôts». Non, on vraiment, on prend soin de soi, c'est extrêmement important, du vrai temps pour soi et ensuite, voilà, des actions aussi concrètes où on peut se dire que justement, on prend soin de soi. C'est, bah, on a de l'administratif à gérer, évidemment, on en a tous, on est occupé la semaine. On se prend un après-midi par mois au lieu d'étaler ça sur, voilà, de l'étaler sur un mois, on se prend vraiment un après-midi et on le liquide. On apprend à s'accorder du temps pour soi. On met une vraie frontière entre sa vie pro et sa vie perso, notamment les événements extérieurs avec l'entreprise. On définit des horaires de travail qui sont très clairs. On définit des to-do list avec des top priorités et avec le reste et voilà, une autre astuce, ça peut être de communiquer avec un mentor. Donc du coup, quelqu'un qui finalement peut vous donner des astuces, pour justement vous coacher, pour, bah, voilà, ça peut être un ami proche où justement vous lui faites part de vos difficultés à déconnecter, à gérer votre stress et où, bah, il vous guide, il vous conseille. Mais la pire chose à faire vraiment quand vous vous sentez en danger dans votre santé mentale, quand vous sentez que vous n'arrivez pas à déconnecter, quand vous sentez que vous devenez un petit peu esclave de vos horaires de travail, esclave de votre charge de travail, c'est de subir et de rester seul. Et ça, c'est valable aussi dans les discriminations au travail. Ne Mmh. restez pas seul, ne subissez pas, trouvez une oreille attentive, que ça soit un ami, un collègue, un manager et toujours essayer de trouver des solutions. C'est le plus important. Merci, Dorit pour cette réponse, je ne fais que me répéter, mais à nouveau ultra complète. J'espère que tout le monde a noté, toutes ces astuces données par Dorit. Il y en avait beaucoup. Sachez que vous aurez un replay, à disposition, donc vous pourrez, réécouter tout ça de manière, un peu plus, calme, en mettant pause pour pouvoir, peaufiner vos notes et cetera. Vraiment, je vous invite à le faire. Je remercie tout le monde pour votre présence, sur ce live, mais pas que, sur l'ensemble, des lives qu'on a animés, toute cette semaine. Ça a été un vrai bonheur pour nous. On espère que vous avez apprécié autant que nous cette fameuse, semaine qui vous était finalement dédiée. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on réitère l'expérience. N'hésitez pas à nous partager les thèmes que vous voulez qu'on aborde, prochainement et surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre, page, LinkedIn à la Flash Recruitment Solutions, pour vous permettre de suivre l'ensemble de notre actualité et donc, de vous tenir informés, des prochains lives que nous animerons. Et merci à nouveau Dorit, pour ce live, animé, ensemble. Ça a été un vrai bonheur, pour moi de partager ce moment avec toi et j'espère que c'était un plaisir partagé. Merci à toi, merci à tout le monde, c'était un vrai bonheur. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté au live, c'était, très riche. Merci pour toutes vos questions et j'espère aussi bien sûr, que ce n'est que le début et qu'on aura plein d'autres lives passionnants sur, des sujets RH. J'espère aussi. Merci à tout le monde et on vous dit à très vite. Bonne fin de journée et bon appétit si c'est pas déjà fait. Salut!